Bonjour les amis, pour cette nouvelle vidéo je vous demanderai de bien vouloir mettre un pouce bleu et si vous avez des questions à me poser rendez-vous sur mon site web. Jurisconsultant. UNAS. CZ. Aujourd'hui nous allons voir l'illégalité de l'ensemble du dispositif RSA. Sur l'illégalité de l'ensemble du dispositif RSA. La nouvelle législation sur le RSA entend obliger les bénéficiaires du RSA à travailler un minimum de 7 heures par semaine. Un refus serait constitutif d'un manquement au devoir, ce qui entraînerait automatiquement une sanction prévue par la loi. Or l'obligation donnée aux bénéficiaires du RSA de travailler un minimum de 7 heures par semaine est illégale à plus d'un titre. Au regard du traité de Lisbonne. Conformément au traité de Lisbonne. Article 65, interdiction de l'esclavage et du travail forcé. 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Article 75, liberté professionnelle et droit de travail. Commentaire 1 de la CEG sur cet article 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. Article 91, conditions de travail justes et équitables. 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail dans la dignité. Article 94, sécurité sociale et aide sociale. 1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. À l'évidence, la législation sur le RSA est totalement contraire aux articles 75, 91 et 94 du traité de Lisbonne. 2. Au regard de la Constitution. Attendu qu'en vertu des alinéas 5 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est dit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, et que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties de l'état de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l'État sont précisément définies et les normes qu'ils édictent ne sont valables qu'à condition de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet de cet ensemble pyramidal figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi puis des règlements. À la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cet ordonnancement juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. L'État, pas plus qu'un particulier, ne peut ainsi méconnaître le principe de l'égalité. Toute norme, toute décision qui ne respecterait pas un principe supérieur serait en effet susceptible d'encourir une sanction juridique. L'État qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. Un tel modèle suppose donc la reconnaissance d'une égalité des différents sujets de droit soumis aux normes en vigueur. Étant donné que le RSA est un droit découlant de la Constitution, qu'il est la conséquence de l'incapacité des gouvernants de garantir l'obtention d'un emploi à chacun de ses citoyens conformément à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution.
De ce fait le RSA ne peut être soumis à une quelconque condition d'inscription à Pôle emploi ni à aucun type de travail obligatoire. Toute disposition contraire serait une violation des traités et conventions ci-dessus mentionnés. 3. Au regard du droit du travail. 1. Du point de vue de la législation du travail, le contrat utilisé pour obliger les bénéficiaires du RSA à travailler est totalement inadéquat et donc nul de plein droit. En effet, en vertu de l'article L. 5134-20 Code du travail, modifié par la loi numéro 2008-1249 du 1er décembre 2008. Contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. Depuis le 1er janvier 2010, le CUI, contrat unique d'insertion, est entré en vigueur, loi numéro 2008-1249 du 1er décembre 2009. Ce nouveau contrat se présente soit sous la forme d'un CAE, soit sous la forme du compagnie, par conséquent tout de rénové. Le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés à la fois sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Pour aider au mieux les bénéficiaires, le CUI-CAE comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut aussi, afin de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir par avenant une période d'immersion auprès d'un autre employeur. Les CAE doivent avoir une durée moyenne de 8,58 mois. La majorité des conventions initiales de CAE doivent donc prévoir une durée de 6 mois. Les contrats d'un an étant réservés aux employeurs qui s'engagent à mettre en œuvre des actions permettant des parcours qualifiants, notamment les ACI ou les associations organisant des formations financées dans le cadre de périodes de professionnalisation. La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 21,9 heures, la majorité des CAE devant être pris en charge sur la base d'une durée moyenne de 20 heures dit travail par semaine. Or en l'espèce, le CUI n'est pas basé sur le SMIC, sa durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures, ce qui invalide de facto l'application à faire travailler certains allocataires du RSA entre 5 et 10 heures par semaine, sur la base de ce type de contrat. De plus, en temps normal, les contrats uniques d'insertion (CUI) doivent être obligatoirement assortis d'actions de formation en lien direct avec la réalisation du projet professionnel des intéressés afin de favoriser leur réinsertion dans l'emploi. Mais dans plus de 60% des cas, l'engagement n'est même pas respecté. Or, ce manquement de l'employeur peut être dénoncé devant les prud'hommes. Il est écrit noir sur blanc. L'employeur qui souhaite recruter un salarié dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, dans sa déclinaison doit préalablement à la signature du contrat de travail conclure une convention qui précisera, notamment, les engagements de chaque partie. La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi recrutée dans le cadre d'un CUI-CAE et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience VAE, nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. L'État peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de VAE prévues dans la Convention. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Dans le cadre du CUI-CAE comme du CUI-CIE, le salarié est accompagné par un tuteur et peut avoir accès aux différents dispositifs de formation mis en place dans l'entreprise. Le contrat aidé permet à l'employeur de bénéficier d'aides conséquentes en échange d'un accompagnement visant à favoriser l'insertion professionnelle de personnes supposées éloignées de l'emploi. Double.
Ce qui n'est aucunement le cas puisque le but unique du nouveau régime du RSA ne vise qu'à soustraire des statistiques de l'emploi un maximum de demandeurs dans un but purement électoraliste. Statistiquement, la mesure aurait un impact énorme pour réduire le chômage. En effet, la catégorie A des chômeurs français, la plus observée aujourd'hui, ne regroupe que les personnes qui n'ont pas du tout travaillé. En ayant travaillé au moins une journée, on intègre la catégorie B, beaucoup moins étudiée par les analystes. Les centaines de milliers de personnes obligées de besogner 7 heures par semaine sortiraient mécaniquement de la catégorie A, entraînant une diminution radicale du chômage. Bien sûr, on ne ferait que casser le thermomètre sans combattre la fièvre. Moins de 300 € par mois, c'est ce que coûte à l'employeur une personne en contrat aidé pour 26 heures hebdomadaires. Celle-ci est payée au SMIC et la différence, salaire, cotisation sociale, est prise en charge par l'État. Malgré ces conditions généreuses qui les autorisent à faire travailler des chômeurs de longue durée à un tarif défiant toute concurrence, nombre d'employeurs, l'État en premier, s'assoit sur les obligations qui leur incombent en contrepartie. Or vous n'êtes pas sans savoir que les rapports d'évaluation de la DARES sur l'efficacité des contrats aidés en matière de réinsertion professionnelle notamment en page 6, il est fait état que seulement 36% des salariés en CAV, contrat d'avenir, et 35% de ceux en CAE sortis en 2007 déclarent avoir suivi au moins une formation au cours de leur contrat. La jurisprudence sur ce point est très claire. Le Conseil des prud'hommes d'Angers vient de condamner un lycée à payer 13 000 € à chacun des 28 EVS emploi-vie scolaire qu'il avait poursuivis pour absence de formation au cours de leur contrat. Il a par ailleurs considéré que le refus de l'employeur d'honorer les obligations prévues par la loi annulait le CDD en contrat d'avenir. Que depuis le 1er janvier 2010 il est donc possible d'envisager des recours du même type pour les EVS et AVS embauchés en CUI-CAE. 2. Par ailleurs, le Code du travail, en son article L12421, stipule que un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente. Or, le CUI est un CDD dont les employeurs sont la commune, l'intercommunalité, le département ou la région. En outre, ces contrats ne donnent pas de compensation pour la retraite ni d'indemnité pour travail précaire comme tout CDD. Ni chômage. 4. Au regard de la LEGISLATION du travail et le GALITE de la durée hebdomadaire du travail du CUI. Vu la loi numéro 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Vu le décret numéro 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion, la lettre circulaire ACOS numéro 2010-080 du 22 juillet 2010 et la loi du 26 octobre 2012 numéro 2012-1189 portant création des emplois d'avenir. Le contrat unique d'insertion, CUI, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Le contrat unique d'insertion, CUI, associe formation et aide financière pour faciliter l'embauche de personnes dont les candidatures pour occuper un emploi sont habituellement rejetées. Il se divise en deux catégories, le contrat initiative emploi, CUI-CIE, qui concerne le secteur marchand, industriel et commercial, et le contrat d'accompagnement dans l'emploi, CUI-CAE, qui s'adresse au secteur non marchand, public ou associatif. Créé en décembre 2008 par la loi RSA, le contrat unique d'insertion, CUI, est déployé en métropole depuis le 1er janvier 2010. Il regroupe les contrats initiative emploi compagnie du secteur marchand et les contrats d'accompagnement dans l'emploi CAE du secteur non marchand. Les CIRMA et contrats d'avenir disparaissent. Le contrat de travail peut être un CDI, y compris dans le secteur non marchand. Un CDD est possible, il doit durer au moins 6 mois dans un premier temps.
Dans le cadre du QI, un CDD peut aller jusqu'à 24 mois, voire 5 ans dans les situations ci-dessus évoquées. La durée hebdomadaire de travail doit être au moins égale à 20 heures. Or, si le QI est un contrat de droit privé et que s'il est signé pour une durée déterminée, il devra être soumis aux dispositions de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. 1. Chapitre 2. Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi. Article 12. Le chapitre 1er du titre 4 du livre 2 de la deuxième partie du Code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée. Section 5. Temps partiel. Qui stipule en son article L. 3123-14-1. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures 24 par semaine. Il résulte de ce qui précède que les QI de 20 heures minimum établis en CDD ne sont pas conformes à la législation en vigueur et qu'en conséquence, tout le dispositif QI est nul de plein droit et avec lui l'ensemble du dispositif RSA.